pense pas te surprendre quand je dis que nous, les Français, on n'est pas considérés comme très bons en langue. Je veux dire, il y a juste à regarder comment les anglophones refont notre accent en anglais pour comprendre qu'on n'a pas une super réputation pour tout ce qui est langue. Même si je pense que c'est de moins en moins vrai et que la nouvelle génération qui arrive parle de mieux en mieux anglais et de plus en plus tournée vers l'international et les autres langues. Mais je pense qu'il y a un petit peu de vrai là-dedans et que le fait que notre langue soit si unique et si particulière, je dirais, ça peut nous faire galérer dans notre langue. Donc, dans cette vidéo, je m'adresse principalement aux Français parce que c'est un peu nous qui voulons pas trop apprendre notre langue. Les autres francophones du monde, c'est un petit peu mieux. Donc, je m'adresse vraiment aux Français ici et je vais vous expliquer en fait les différents aspects qu'on retrouve ou pas dans notre langue qui peuvent nous faire un peu galérer quand on en apprend d'autres. Allez, c'est parti. Le premier, c'est les consonnes glutturales. Les consonnes qu'on fait avec la gorge en fait. Il n'y en a pas en français. Ce qui pourrait se rapprocher le plus de ça, ce serait quand on fait un H muet, par exemple avec un hibou, mais c'est même pas ça. En fait, il y en a plusieurs dans plusieurs langues, dans des sons différents qu'on fait avec la gorge, notamment en anglais, avec le H aspiré, en arabe, dans certaines langues slaves, etc. Et nous, on galère parce qu'on n'a jamais appris à faire ça. Pourtant, c'est pas si compliqué que ça. En fait, les sons gutturaux, ils sont faits en expulsant de l'air avec la gorge, enfin avec la bouche, comme ça, et en serrant un petit peu la gorge pour moduler le son que ça fait. Et en fait, ça, on sait déjà le faire, notamment pour le H aspiré en anglais. On sait le faire, notamment quand on nettoie nos lunettes. On fait quelque chose comme un et ben c'est pareil, sauf que certaines fois dans les langues, c'est un peu plus prononcé, comme en arabe par exemple, ou alors on doit faire vibrer nos cordes vocales. Mais en fait, c'est ça le principe, c'est expulser de l'air tout en modulant le diamètre de notre gorge. Et ce qui nous fait un peu plus galérer aussi, c'est que dans certaines langues, il faut utiliser ces sons aspirés, on appelle ça, mais c'est pas forcément tout le temps écrit. Je pense à l'anglais, ça va être l'exemple le plus frappant ici, où il y a certains H qu'il faut dire en H et d'autres où il faut pas. Par exemple, si on dit hour, an hour, faut pas dire an hour, ça se dit pas. Mais il faut aussi des fois mettre des sons aspirés alors qu'il n'y a pas de H. Par exemple, fake, fake. Je pousse de l'air avec ma gorge et ça s'entend. Si je dis fake, c'est quand je parle en français, que je veux dire le mot anglais mais avec un accent français, fake. Mais si je dis fake, là c'est un peu plus évident que je prends un accent anglophone. Et même de le savoir, d'essayer de le faire, ça peut déjà vous aider à être mieux perçu ou mieux compris dans la langue que vous essayez de parler. Je pense notamment à l'anglais, mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres langues où c'est le cas. Le deuxième aspect, c'est les diphtongues. Alors les diphtongues, on n'en a presque pas en français. Nos seuls diphtongues, ça pourrait être par exemple le wa, ouin. Dans les autres langues, les diphtongues, c'est assez important en fait. C'est quoi déjà une diphtongue ? Une diphtongue, en fait, c'est quand on transitionne d'un premier son, ou d'une voyelle plutôt, à une autre voyelle. Il faut savoir qu'en français, nos voyelles, elles sont très sèches, elles sont très peu contrastées. Donc on va prendre un exemple avec ça. Si je dis foule, donc la foule, les gens. Le ou, ma bouche, ma langue, ma gorge, tout reste très constant en fait. C'est très linéaire. Ou. Et si on compare avec le mot anglais full, là directement ça se voit, ça s'entend. Il y a une transition entre o et ou. Full. Et dans ma bouche, je suis obligé de tout le temps être en mouvement, de faire une transition un peu comme ouais, c'est ça, faire une transition qui est un peu moins linéaire, un peu plus ronde entre les deux sons pour correctement prononcer le mot full. Et ça, les Français, on galère. Et c'est un peu aussi le propre de l'accent français dans les autres langues. On n'arrive pas. Donc ça va être en espagnol. En portugais, par exemple, le mot man, qui veut dire maman, j'espère que je le prononce bien. Ou il y a plein d'autres exemples. Dans les autres langues, c'est très important. Et ça, les Français, on a du mal. Donc le savoir, c'est déjà une première étape pour essayer de s'adapter aux autres langues et réussir à bien prononcer les choses. Le troisième exemple, c'est les structures et les stress sur les syllabes. Le français, c'est encore différent sur ça,
parce que ça fait partie des langues qui sont les moins contrastées encore, et où il y a le moins de stress sur les syllabes. Alors il y en a quand même un, nous on met un stress, c'est-à-dire on essaye de dissocier une syllabe par rapport aux autres sur la dernière syllabe, s'il s'agit de toutes les syllabes sauf une qui finit par E, ou l'avant-dernière quand ça se finit par E. Et en fait, en français, si je dis par exemple ordinateur, je peux dire toutes les syllabes avec la même intensité, ou la même vitesse, la même flux. Ordinateur. Et c'est complètement compréhensible. Mais il y a beaucoup de langues, notamment comme le portugais qui est très stressed, comme on dit en anglais. L'anglais qui est très très stressed. L'allemand, l'espagnol, c'est un peu plus stressed l'anglais. Où l'identité du mot, elle vient aussi de où on place cette emphase. Je ne sais pas comment expliquer ça. Il n'y a pas trop de mots en français pour ça, ce stress. Par exemple, en anglais, si je dis perfect, ça veut dire parfait. Mais si je dis perfect, ça veut dire parfaire. Dans le premier cas, je mets le stress, donc l'emphase, sur la première syllabe. Perfect. Dans le deuxième, sur la deuxième syllabe. Perfect. Et en fait, ça, perfectionner, ça veut dire deux choses différentes. Et en étant français, on n'en a pas trop... on a du mal avec ça parce que on n'a pas besoin de faire cette distinction-là pour être compris, pour communiquer en français, parce que c'est pas ça qui donne le sens au mot. Mais dans les autres langues, c'est pas le cas. Donc vraiment, en être conscient, ça aide énormément. Donc attention, dans les autres langues, il faut savoir où est-ce que on met le plus d'attention par rapport aux syllabes. Comment on structure le mot et où est-ce qu'on met le stress en fait. Donc ça, c'est très important. Et le quatrième point, en fait, c'est les articles. Les prépositions ou les adverbes qui sont assez courts, comme je pense, comme à, dans, chez, sur, par, pour, envers, avec, 206 sous. Tout ce genre de choses. En fait, ça aide à structurer les idées. Donc, par exemple, si je dis le chien, ça implique qu'on sait de quel chien on parle. C'est un article défini. Si je dis un chien, on ne sait pas de quoi on parle. Et chaque langue, en fait, utilise ces articles ou les utilise pas de manière différente. Par exemple, si je dis je vais à l'école, ça a complètement du sens. Mais si en anglais je traduis mot à mot, I'm going to the school, ben ça n'a pas trop de sens si on dit que ça. Il faut dire the school that, il faudrait préciser de quelle école on parle. Parce que l'article défini, en français, il implique autre chose qu'en anglais. Et ça, en fait, dans toutes les langues, il y a un peu cette identité. Donc ce point-là, c'est pas propre au français. Dans toutes les langues, ça va être différent. Le français n'est pas très différent quand il s'agit de ça. Mais c'est important que toi, tu le sais, ou que vous le sachiez, pour quand vous abordez une autre langue, en fait, parce que si vous ne le savez pas et que vous utilisez les mêmes articles, les mêmes prépositions, bah, il peut y avoir des moments où vous n'allez pas être compris ou vous n'allez pas comprendre. Donc ça, attention, dans les autres langues, c'est important de savoir que les idées ne sont pas tout le temps connectées pareil. Par exemple, si je dis j'ai lu ça sur mon téléphone, ben en espagnol on ne l'utiliserait pas sur, mais en. J'ai lu ça en mon téléphone. Lo leí en mi teléfono. Et pareil, en espagnol ça s'entend que le lait, il y a un stress, il est dit un peu plus fort. Il y a plus d'attention sur le lait que les autres. Donc pour revenir au point d'avant, teléfono. Donc voilà, pour résumer, il y a 4 choses dont il faut être conscient quand on est français pour apprendre d'autres langues qui vont nous aider, des points où on va un peu plus galérer. C'est les différents sons glutturaux. Donc ça, il n'y en a vraiment pas en français et c'est ça qui va nous faire galérer et qui va faire que ça va être un peu dur de nous comprendre dans les autres langues. Les diphtongues qui vont nous faire galérer à correctement prononcer et des fois même être bien compris. Les stress, les structures de mots, ça c'est très important parce que dans beaucoup de langues, c'est très corrélé au sens du mot, c'est très important. Et en 4, les prépositions, les adverbes et les articles qui ne sont pas tout le temps utilisés de la même manière dans les langues. Donc là, il faut vraiment garder un esprit ouvert. En fait, il ne faut pas se dire que c'est pareil dans toutes les langues parce que les idées ne sont pas tout le temps connectées pareil. Et ça, chaque langue fait un peu comme elle veut. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a intéressé et que vous avez appris des trucs nouveaux sur notre propre langue et sur les autres. J'espère que ça vous a aussi motivé à apprendre d'autres langues. Si vous apprenez l'anglais, n'hésitez pas à passer sur ma chaîne
parce que en fait, je fais des vidéos en anglais pour des anglophones principalement sur l'apprentissage de langue et sur l'apprentissage du français. Donc si ça vous intéresse, j'ai plein de contenu sur ça. Merci beaucoup de m'avoir regardé jusqu'ici. Vive la France. À bientôt.